Les artistes du XIXe siècle ne sont pas nés anti-industriels. C'est un contresens confortable et je m'en voudrais de le véhiculer. Alors je précise. Le chemin de fer, la vapeur, la vitesse, le bruit mécanique, tout cela a d'abord été un choc perceptif. Un choc suffisamment fort pour produire de la fascination avant que vienne la critique. Avant d'être dénoncé, le monde industriel a été regardé, exploré, apprivoisé. Les artistes n'ont pas jugé le progrès, ils l'ont rendu visible. Et c'est là que leur rôle change. Ils n'héritent plus d'un monde stable, ils apprennent à habiter un présent instable. Avec Baudelaire, cette posture porte un nom, celui de modernité, non pas un style, mais un exercice. Saisir ce qui advient avant que cela ne devienne une habitude, une doctrine ou une idéologie. L'art devient un laboratoire perceptif, un lieu où l'on teste le présent. Et c'est dans le face-à-face avec la vapeur, la vitesse, la fumée, la lumière altérée que se fabrique l'art contemporain. Claude Monet incarne parfaitement cette position ambiguë. Il n'est ni l'ennemi instinctif de l'industrie, ni son chantre naïf. Il regarde, il insiste, il recommence, et cette persistance finit par poser une question. Dans les années 1870, Monet vit à Argenteuil, et pourtant, pour aller à Argenteuil, il y a un passage obligé, celui de la gare Saint-Lazare. La gare n'est pas un décor romantique, c'est un nœud de circulation, un concentré technique. Et Monet a une idée très peu bohème. Il écrit à la compagnie ferroviaire, il demande une autorisation officielle, il l'obtient, et il installe son chevalet dans la gare. Rien de spontané, tout est organisé, la modernité industrielle accepte d'être observée, presque mise à disposition. En 1877, Monet peint 12 vues de la gare Saint-Lazare, 12 tableaux, depuis presque le même point de vue, autour de la gare en tout cas. La structure ne bouge pas, ce qui change c'est l'atmosphère. La fumée devient le véritable sujet. Légère, opaque, irisée, écrasante, la gare cesse d'être un décor, elle devient un milieu. Et Zola l'a compris immédiatement qui a écrit « Là est aujourd'hui la peinture ». Et attention, cette fumée n'est pas seulement observée, elle est produite. Jean Renoir, le fils d'Auguste, raconte la scène. On retarde des trains, on ferme des quais, on bourre les locomotives, Monet veut sa vapeur, au bon moment et avec la bonne lumière. Il ne documente pas passivement le monde industriel, il le met en scène, il le plie à une exigence perceptive, l'air cesse d'être vide, il devient matière, densité, épaisseur. Turner avait en quelque sorte ouvert la voie. Monet le savait, il avait vu ses toiles à Londres pendant la guerre de 1870. Dès 1874, Jules Janin écrivait « La poésie du XIXe siècle, c'est la vapeur ». Mais entre poésie et apologie, la frontière est mince, et Monet marche dessus. Oscar Wilde s'en amuse cruellement. La vie imite l'art bien plus que l'art n'imite la vie. À qui devons-nous les brouillards de Londres, sinon aux impressionnistes? La plaisanterie est féroce, mais assez intéressante. L'art apprend à voir ce que la société produit sans l'avoir pensé. En 1899, Monet arrive à Londres et il s'installe au Savoy. Il s'agrippe littéralement au balcon de sa suite et il vise le pont de Charing Cross, le Parlement. Il ne fuit pas le smog, il le prend pour sujet. Il travaille sur des dizaines de toiles en parallèle, non pour peindre le monument, mais l'atmosphère. Cette matière hybride, brouillard naturel, fumée industrielle, dans laquelle les formes se dissolvent, les monuments deviennent des spectres, mais Monet ne peint pas en gris, il peint en mauve, en orange, en jaune acide. La lumière lutte, elle ne gagne pas toujours, mais elle insiste. Et c'est là que l'ambivalence devient décisive. Ces tableaux ne célèbrent pas l'industrie et ils ne la condamnent pas frontalement. Ils montrent autre chose, que la vitalité du monde n'a pas totalement disparu, même dans l'ère le plus vicié. Cette vitalité, Monet l'exprime dans une poésie somptueuse et profondément inquiète. Georges Clemenceau, grand ami de Monet, ne s'y trompe pas.
Depuis les années 60, en effet, les deux hommes sont de grands amis. Ce médecin républicain radical est obsédé par la santé publique. Pour Clémenceau, la maladie n'est jamais individuelle, elle est d'abord sociale. La ville moderne fabrique de la pathologie par son air, par son eau, par son absence de lumière. Dans ses écrits politiques, tout est déjà là. Eau, air, lumière. Les mêmes éléments que Monet travaille sur ses toiles. Le choléra, maladie de l'eau sale, la tuberculose, maladie de l'air confiné, la réponse médicale est connue. Égout, ventilation, soleil. Dans ce contexte, la Tamise de Monet n'est pas un joli motif, c'est un fleuve malade, un organe saturé, et l'air londonien n'est pas purifié pour la peinture, son épaisseur est rendue visible, l'atmosphère devient le sujet central. En 1922, Clémenceau écrit à Monet « Vous m'avez appris à comprendre la lumière ». C'est pas une métaphore poétique, c'est une leçon politique. Comprendre la lumière, c'est apprendre à vivre autrement, dans un monde saturé. Ainsi comprise, la peinture de Monet n'est ni un hymne au progrès, ni un réquisitoire. C'est une exploration inquiète, une mise en visibilité. Monet ne prescrit rien, mais il montre. Et ce qu'il montre, l'eau, l'air, la lumière, devient le terrain commun de l'art, de la politique et de la réforme de la vie. Si l'hygiénisme finit par s'imposer, ce n'est pas contre l'art, c'est avec lui. Et parfois, ce sont les peintres qui voient la catastrophe avant les ingénieurs. Ce sont les peintres qui montrent la voie aux députés. The greatest thing you'll ever love is just to